Mes chers amis, chers collègues, je vous remercie d'avoir décidé de consacrer votre soirée de travail à ce travail que nous allons présenter ce soir, car il s'agit d'examiner rétrospectivement les bandes de psychodrame auxquelles nous avons participé il y a 30 ans. C'est grâce à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud que nous disposons de ces bandes qui sont retrouvées avec un travail de Anzieux, qui était destiné à faire la synthèse entre ces cas qui nous sont présentés. Je crois qu'il faut regretter que tout le monde ne soit plus là. En particulier Evelyne Questenberg, qui est une des introductrices du psychodrame analytique en France, qui est morte. René Dietkin est malade, il ne pourra pas travailler avec nous ce soir, mais j'espère qu'il le fera une autre fois. Les autres participants sont tous là. Je vais vous présenter, si vous permettez, Claude Le Guen d'abord, Francine Klein, Monique Cournu et ma femme, Ruth Olbovici. Nous allons donc voir ces bandes et les discuter. Mais pour dire qu'effectivement, Moreno est l'inventeur du psychodrame. Le mot psychodrame m'avait frappé. Et personne n'avait vu Moreno à cette époque encore. D'abord, le psychodrame analytique ne s'est pas répandu dans le monde entier. Il s'est limité aux pays latins. Après, on est d'accord. En Angleterre, il n'y a pas beaucoup de psychodrame. En Amérique, c'est assez méprisé. En tout cas, l'association psychodrame et analyse est restée très latine. Nous sommes beaucoup moins centrés sur le comportement que sur le fantasme. Je crois qu'on a été psychanalyste d'enfant. Donc on avait envie d'utiliser des techniques de jeu de marionnettes qu'on avait employées déjà d'ailleurs, dans le psychodrame avec des jeunes adolescents. C'est comme ça que ça a commencé. Les adolescents inhibés, on faisait jouer. Et ces adolescents inhibés racontaient des histoires intéressantes sur leurs moyens de défense. Je me rappelle par exemple l'histoire très simple d'un garçon de 14 ans qui était toutes les semaines, quand il rentrait de pension, s'enfuyait, se réfugiait dans un commissariat de police où son père venait le chercher. Son père était un fonctionnaire de la police, qui était ridiculisé par ce fils. Et ce fils disait, je fais ça parce que j'ai peur de montrer mon carnet de notes à mon père, il va m'engueuler. Bien, alors on lui a fait jouer une scène où on lui a demandé de faire comme son père faisait. Ce garçon totalement inhibé s'est mis à hurler. Première phase. Donc il hurlait, il était capable de hurler. Deuxième phase, on lui a demandé de faire comme un père devrait faire. À son avis, il a hurlé. Troisième phase, on lui a demandé de faire comme lui ferait. Où il a fait serait père, il a hurlé. Et son mécanisme de défense était tout à fait évident pour lui. Ça touchait son caractère. Et là, on a pu montrer à un adolescent inhibé ce qu'il avait dans la tête, vous voyez. C'est un très simple. Donc on utilisait plus la mise en œuvre des défenses, des résistances, et des luttes contre la résistance et de l'expression des fantasmes, que chercher à comprendre le comportement. C'est vrai. D'accord, ça reste encore vrai, ça. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur ce que vous disiez sur le fantasme. Parce que je crois qu'effectivement, la différence avec l'analyse proprement dite doit se situer autour de là. Par exemple, dans les bandes, là on ne les a pas encore vues, mais enfin nous les connaissons, je dirais qu'avec ce psychotique, vous injectez du fantasme. Et car même de temps en temps, on a l'impression que vous forcez pour susciter quelque chose en lui, ce qui est une pratique quand même qui ne se fait pas en analyse. C'est tolérable dans le cadre, probablement, le fait d'être plusieurs autour, c'est-à-dire un milieu tout de même protecteur, qui permet de recourir à cette technique particulière. C'est-à-dire que le fantasme n'est pas là. On lui court après, on le force, on l'injecte. Je crois que c'est le mot qui on rejoint quand même le fantasme. Oui, mais de temps en temps, on peut se dire c'est le fantasme de qui? Oui. Moi, j'aurais une autre théorie maintenant, mais je la développerai peut-être plus tard, qui est la théorie empathique. Parce que j'ai toujours toute ma vie fait ça. Dans le jeu avec le bébé, je fais ça. La même chose, j'injecte du fantasme aussi. C'est vrai, le mot injection de fantasme est juste. Vous avez raison. Mais il me semble quand même qu'il y a autre chose à dire aussi. C'est que le groupe des thérapeutes est là. C'est un groupe auquel le patient s'identifie et fait un transfert latéral plus facile que sur l'analyste, le directeur de scène. Alors là, il y a eu toute une théorie qui a amené Lacan à appeler ça l'identification à long, et Lopez Trafouen. Il y a eu une séance présidée par Lacan, j'ai parlé du psychodrame, il m'a proposé d'appeler ça l'identification à long. C'était pas mauvais. Et alors, on a une bande de Moreno, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. On verra, je trouve ça amusant. We are using in psychodrama a form of dream technique which is different from analysis. You act out the dream. And so I'd like now to know, try to go back to the time when you had the dream.
Do you remember where you had it in Paris? Maybe it was before an exam. Yeah, good. But let's stick to the story now. Yes. You don't have to tell me anything, because if you tell me the dream, you kill the dream. Oh, yes. And now you are going to bed. Now, do you fall asleep easily? Not at all. No, not especially at this time, because I was preparing exams. And now, Jean, try now to close your eyes. Try now to close your eyes. And try to fall asleep. Deep asleep. Deeper and deeper, that's it. Wherever you are, get out and let us see what you are in the dream. Come on. You get out of the bed. What are you doing in the dream? I'm in the metro. In the metro? Oh, let's go to the metro. Come on. You're in the metro. Are you alone? No. Who is there? Filled with people. Filled with people, just like here. Maybe let's have a few people here coming close together and see how it is. Now, they are all close together. Yes. Yeah, in the metro. Yes. And you are in the middle. I didn't... I don't. In the press. I don't see their face. And what happens next? And then... What is next? Well, the metro goes very, very fast. The metro goes, let's Yes. see, goes very, very fast. And then it Let's see the motion that goes very, very fast. Try to go very, very fast. Yeah, And then sometimes it stops, you know. At sometimes station. it stops and I get mixed up. And finally what? Yes, well, I want to go down the metro and You stop want somewhere. You will eventually go? Well, it's not possible because Not possible, why? Metro doesn't stop anymore. Metro does not stop anymore. No. Well, that is terrible. Le psychodrame, nous l'avons connu en Suisse. Nous avons connu Moreno en Suisse, René et moi. Et on en a parlé à Serge quand on est revenu. Ça l'a beaucoup intéressé. Il a invité Moreno, quand Moreno est passé à Paris, il a invité nos services hier. Et Moreno, c'était très, très spécial, hein, les séances de Moreno, c'était assez drôle. Mais ils en ont vite repéré les limites et ils ont inventé un nouveau psychodrame à partir de celui de Moreno. Et surtout, et je crois que comme ils étaient extrêmement doués l'un et l'autre pour le psychodrame, ça les a beaucoup unis, ainsi que Evelyne Questenberg. Ce qui était pour Moreno important, c'était une vision plutôt éducative, pédagogique du patient, c'est-à-dire si un patient avait des difficultés à se trouver un emploi et qu'il était maladroit dans des entrevues avec un employeur, bien, on le faisait jouer cette scène et on pouvait après commenter la façon dont il s'était présenté et corriger son attitude générale. Ce point de vue-là, repris par les collègues français, a subi des transformations parce que l'idée n'était pas une vision pédagogique, mais c'est vrai une vision thérapeutique au plus proche de ce qu'était l'aventure psychanalytique. L'histoire du psychodrame psychanalytique individuel, c'est quelque chose de vraiment très particulier à nos aînés qui ont fondé le 13e, que ce soit René Clédquin, Serge Bourici, Jean-Evelyne Questenberg, et Jean Gilibert aussi, qui participait dès les débuts. Ils ont souvent évoqué leur aventure de pionnier à cette époque, travaillant dans des institutions psychiatriques, ayant à s'occuper de beaucoup de malades, souvent des malades ayant un fonctionnement psychotique, et ne sachant pas trop comment ils allaient faire face à cette demande. Et je me souviens que René évoquait l'idée qu'au départ, ils avaient fait un psychodrame plutôt de groupe. C'était un groupe de malades, entre autres le psychodrame qu'il faisait avec Evelyne Questenberg, et que progressivement se sont aperçus que c'était plus intéressant de voir un patient seulement à la fois, dans la mesure où cela permettait un travail qui était au plus près du travail psychanalytique individuel dans le maniement des résistances, l'interprétation du transfert. On se réunit plus de 30 ans après, autour de René Dyakin bien sûr, mais plus particulièrement
d'un travail qu'on a retrouvé de lui, qui date donc de 1965, alors qu'en même temps, l'esprit fondamental de la technique psychodramatique reste tout à fait contemporaine. René n'était pas rigide dans la direction, il pouvait à certains moments jouer, nous passer la direction du jeu aussi bien, ou intervenir de lui-même quand il était directeur de jeu. Ce qui était important pour lui, c'était l'idée que le psychodrame offrait la possibilité de plusieurs voix en même temps. La voix du leader, bien sûr, mais les différentes voix des psychodramatistes. L'idée étant que finalement, c'était une technique qui, grâce au jeu proposé, faisait que certains types de patients qui, dans un traitement individuel, auraient été incapables d'évoluer, trouvaient là un cadre pour qu'un processus analytique s'instaure. Et généralement, c'était pour des patients dont on disait ou trop inhibés, comme des adolescents, ou trop excités, des patients qui ont qui pouvaient facilement, effectivement, comme ce patient-là, développer un délire dans un cadre d'un investissement transférentiel. Alors, je crois que de ce point de vue-là, à partir du moment où on met ces patients-là dans la situation de dire « mais on est là, pas simplement pour parler, mais pour jouer », on se donne un moyen de sortir des phénomènes de répétition. Parce que déjà, jouer, c'est autre chose. Et il y a une qualité de plaisir que l'on vit. Vos parents ne vous aiment pas? Yes, c'est ça. Comment yes? Ben, je vous dis oui, bon. C'est ce que vraiment j'ai appris, moi, en travaillant avec René Dziadkine, qu'avec certains patients avec lesquels on n'avait jamais pu provoquer un changement psychique, grâce à cette technique, un changement était possible. Les patients extrêmement inhibés en particulier. Alors, je dirais que cette possibilité de supporter l'excitation, c'était vrai pour le patient, parce que c'est vrai que le patient, grâce au dispositif qui est celui du psychodrame, peut fragmenter cette excitation sur les différents psychodramatistes. L'idée, c'est que l'investissement qui est ainsi fragmenté puisse être ramené sur la personne du leader, qui est l'analyste en quelque sorte, à partir duquel va s'interpréter, s'élaborer les conflits psychiques. Je pense que, et là je le cite, je pense que j'ai eu une position théorique vis-à-vis de l'utilisation possible du psychodrame chez les schizophrènes par rapport à la psychothérapie verbale. Mais ce qu'il dit du schizophrène vaut pour les patients qui ont un fonctionnement psychotique. C'est qu'une des raisons pour lesquelles l'analyse est très difficile avec les schizophrènes, c'est la même raison qui fait que beaucoup de patients non psychotiques ou psychotiques de manière subtile, je dirais, c'est le cas de celui-ci, sont des anti-analysants. Ils ne savent pas jouer avec le langage. Or, un traitement psychothérapique ou un traitement analytique nécessite qu'à un moment ou à un autre, peut-être pas dans toutes les séances, mais que le patient ait la capacité de jouer avec le langage, c'est-à-dire de se laisser aller à dire ce qui lui passe par l'esprit, en s'étonnant que de telles choses puissent lui passer par l'esprit. La règle du jeu est expliquée très clairement à chaque malade au début du traitement. Nous proposons au malade de rechercher ce qui peut le gêner dans sa vie mentale d'une manière particulière, non pas en parlant, mais en jouant des scènes. Le malade au début est assez surpris de ce principe et ne sait pas quelle scène choisir. Alors nous lui expliquons qu'il peut choisir ce qu'il veut, qu'il peut jouer ce qu'il veut, soit quelque chose qui est réellement vécu, soit quelque chose qu'il imagine. Et c'est là un des effets les plus remarquables du psychodrame, c'est qu'au début, le malade croit qu'il va pouvoir jouer n'importe quoi. Et en fait, il se trouve, et le malade le sent très vite, qu'il ne peut pas jouer n'importe quoi, qu'il ne peut pas réaliser même en jeu ses désirs, et qu'il trouve dans ces situations apparemment gratuites toutes les difficultés qu'il connaît dans sa vie.
Et c'est à partir de ce décalage entre ce qu'il croit être son désir et ce qu'il est capable de réaliser en jeu que le psychodrame se situe. Nous avons deux façons d'intervenir. Une façon d'intervenir dans le jeu. Et dans les séquences que vous allez voir, ces interventions dans le jeu sont fréquentes car le malade sait que nous savons un certain nombre de choses sur ce que signifie son jeu et notre jeu le lui rappelle. Mais à un certain moment, il est bon que le psychothérapeute qui conduit le traitement fasse remarquer au malade, d'une part, les difficultés qu'il rencontre et la signification de ces difficultés en fonction même de ce qui vient de se dérouler. C'est un adolescent qui a présenté des difficultés apparemment bénignes. Ce garçon est très intelligent, faisait de bonnes études secondaires et soudain il a refusé de continuer ses études. Quand nous l'avons examiné, nous sommes aperçus que sous ce refus existait un état réellement délirant. Car ce garçon considérait que la seule chose qu'il devait réaliser, et ceci sans aucun délai, c'était une vie sexuelle aussi satisfaisante que possible. Il n'a accepté le traitement que parce qu'il se rendait compte, bien sûr, que son désir était inadéquat, mais aussi avec l'idée qui revient sans cesse, que nous étions là pour lui montrer comment il fallait séduire les femmes. Et très progressivement, il a pu comprendre à quel point ce fantasme n'était pas du tout un moyen de réaliser ses désirs, mais au contraire, un moyen de ne pas les réaliser du tout. Par exemple, il supposait très volontiers que pour séduire une femme, il fallait être un garçon très fort, très sportif, ayant des voitures de course. Et sans cesse, il se mettait dans des situations qui ne pouvaient conduire qu'à un échec, puisqu'il se présentait en disant « Voulez-vous faire un tour dans ma voiture de course? J'ai 2 ou 3 motos », enfin, toute une série d'activités fantasmatiques, mégalomaniaques, qui le laissait, lui, dans un état de grande dépression, puisqu'il savait très bien qu'il n'était pas du tout question qu'il ait tout ça, puisque c'était un garçon d'un milieu très pauvre. En fait, ces mouvements pour séduire des femmes étaient une façon très pathétique de nous montrer son isolement et le fait qu'il ne pourra jamais posséder une femme à lui. Vous voyez une séquence qui se situe après un traitement déjà long, et tout ça a été joué, a été dit. Ce qui fait que chaque fois que ce malade nous propose une séquence, il sait très bien ce que nous pensons de sa séquence, et c'est pour provoquer chez nous une certaine réaction qu'il le fait. Vous pourrez avoir l'impression que nous parlons un langage chiffré, c'est un peu vrai là, puisqu'effectivement, il sait que nous savons et nous savons qu'il sait. Aujourd'hui, je vous propose de jouer une discussion qui se déroule entre moi, mes grands-parents, ma mère et mon père. Alors cette discussion part au début d'un fait assez anodin, c'est-à-dire que je demande à mes parents de m'acheter une voiture, et alors ceux-ci m'objectent que je n'ai pas d'argent et que pour acheter une voiture, il faudrait que j'ai une situation. Alors, à ceci, je riposte que c'est un peu par leur faute que je n'ai pas de situation, puisque je pensais que je pourrais envisager une situation à Auxerre et que c'est eux qui m'ont envoyé à Paris. Alors, ça se joue avec qui? Votre père? Votre mère? Oui. Non, mais là ou l'autre? Non, c'est-à-dire mes grands-parents, ma mère et mon père. Oui, ça ne se voit jamais, ça me paraît. Bon, alors, mes grands-parents et ma mère, disons. Ce sont vos grands-parents maternels? Oui, c'est ça.
Bien, tu vas jouer votre mère. Madame Lebovici et le docteur Le Guen joueront mes grands-parents. Oui. Et Madame Klein jouera ma mère. Bien. Alors écoutez, voici, j'ai un de mes camarades qui a une dauphine Gordini à vendre, et alors ça m'intéresserait beaucoup de l'acquérir. Mais comme je n'ai pas d'argent, je viendrai solliciter de vous la somme nécessaire à l'achat. Est-ce que tu as besoin d'une voiture? Ça recommence. Mais écoutez, un garçon de 19 ans doit avoir une voiture. Est-ce que tu as les moyens d'entretenir une voiture? Non, mais c'est de votre faute si je n'ai pas les moyens. Comment ça? Mais oui, parce beaucoup que... mieux de faire des études, ça suffit. Mais... De notre faute, tu n'es pas encore bachelier. Je m'excuse de me mêler à cette discussion, mais j'ai amené un cadeau de la part de tout le psychodrame à votre fils et petit-fils. C'est un jouet en modèle réduit, c'est une Maserati. Tenez mon, prenez mon petit. Prenez. Ça me paraît très bien, ça. Oui, bien. Voilà. Très bon pour lui. Vous pouvez continuer la discussion maintenant. Très bon pour toi. Très bien. Ben, vraiment. Tu vois, c'est ça. Exactement. Tu es un petit garçon, tu vas jouer avec ta petite voiture, et puis c'est très bien. Et puis tu vas bien travailler à l'école. Mais écoutez, vous me traitez absolument comme un enfant. C'est scandaleux. C'est ce que vous souhaitez. Un enfant que tu es. C'est quand même ce que vous souhaitez. Non, pas du tout. Ah, si. Parce qu'en choisissant d'abord ce prénom de famille, une fois de plus, de nous reprocher effectivement de venir à Paris. Et en parlant de Dauphine Gordini, vous savez très bien que dans notre langage, ça avance maintenant. Alors je crois qu'au fond, en nous proposant cette scène, vous nous demandiez de vous traiter comme enfant. Parce que vous saviez très bien comment elle se déroulerait. Non, mais au contraire, c'était pas ça que je voulais montrer. C'était ce sentiment de spoliation dont je me sentais victime. Oui. Parce que Victime de la part de qui? De la part de mes parents, enfin. Non, très essentiellement de notre part. Absolument pas. Quand on voit tout de suite cet extrait, sans avoir eu et vécu l'expérience de ce qui précédait, effectivement, on peut être éventuellement un peu surpris par, je dirais, une certaine pugnacité et de celui qui intervient dans le jeu, c'est-à-dire Serge Lebovici, quand il vient avec la Maserati, et René dans son interprétation. En fait, ce psychodramatiste, Serge Lebovici, prend à contre-pied complètement le patient par rapport en fait à ce qui se répète de séance en séance, très illustré par ce déni de réalité, justement, qu'il lui soit offert une voiture pour faire son trajet entre Paris et la province. L'interprétation de René Dietkine qui tente à lui montrer la position masochique de ce patient, c'est-à-dire pour l'écart qu'on évoquait entre ce qu'il attend consciemment et ce qu'il va réaliser au sens de la réalité psychique, cette fois réalisée dans la séance, que cet écart-là le situe répétitivement dans un mouvement masochique qui va lui être pointé, pas dans ces termes certes, mais qui implicitement est ce que lui pointe René Dietkine. Alors je crois qu'au fond, en nous proposant cette scène, vous nous demandiez de vous traiter comme enfant. Alors on pourrait dire d'un certain côté que René n'y va pas de main morte, entre guillemets, quand il s'exprime, quand on l'entend comme ça. Et en même temps, c'est tout à fait psychanalytique. Alors la seule question qui se pose quand il tend à s'inclure, et avec son équipe, dans le mouvement transférentiel, que c'est à eux que le patient parle. Je me sentais victime. Oui. Parce que Victime de la part de qui? De la part de mes parents, enfin. Très essentiellement de notre part. Absolument pas. Alors, est-ce qu'on le ferait aussi nettement aujourd'hui qu'à l'époque? Peut-être que le problème est là, je ne sais pas ce que tu en penses, il me semble qu'il y aurait peut-être plus de médiation par, comme on dit, les maillons intermédiaires du préconscient. Est-ce qu'on irait aussi, j'allais dire presque chirurgicalement, je ne sais. Chez ces garçons, là dans cette séquence, c'est sûr que on peut être un peu surpris alors qu'il parle de sa voiture. Aujourd'hui, on pourrait dire, à 19 ans, on peut avoir son permis de conduire, sa voiture, ce qu'il y a de si surprenant. Mais dans ce contexte-là, dans les années 60,
dans une famille qui n'était pas fortunée, effectivement, ça prenait une autre dimension. Et c'est dans cette mesure-là que Serge Ebovici arrive avec la petite voiture pour montrer que ça reste un rêve d'enfant, de penser que s'il avait une voiture, il pourrait réaliser tous ces... Ça, si tu es d'accord, c'est un style d'intervention typique qui reste complètement contemporain. Voilà, exactement. Mais ce que tu soulignais, je te titre, ça serait de montrer ce pourquoi ce patient-là a une telle attitude de déni. Le faire repérer le déni. Parce que je crois que c'est un peu ça dans cette séquence, c'est de lui montrer que, en quelque sorte, il se met dans une situation forcément masochistique, comme tu l'as souligné, et où son désir ne pourrait jamais se réaliser. Jamais se réaliser. Et donc l'amener, en fait, dans une situation, bon, de clivage du moi, à conflictualiser. Alors on va peut-être donc passer à l'extrait de la deuxième scène de cette première séance. Alex veut faire philo l'an prochain et il envisage de faire une carrière à l'OTAN. Oui, alors l'année prochaine, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais faire la philo l'an prochain. À Paris? Oui. Bien. Parce que maintenant il est trop tard pour que j'envisage une carrière, disons, assez ambitieuse. Une petite carrière. Maintenant, il faut que j'essaye d'entrer à l'OTAN. À l'OTAN? Oui. Comme quoi? Au interprète. Interprète à l'OTAN, mais c'est une bonne idée. Vous allez prendre des leçons avec le professeur d'anglais, alors? Et il faudra que je passe une licence d'anglais, de toute façon. Non, mais moi, je parle du professeur d'anglais qui montre ses cuisses. Je vous autorise à prendre des leçons avec le professeur d'anglais qui montre ses cuisses. Écoutez, je n'ai pas besoin de leçons particulières. Ah, vous renoncez même à ça? Très bien. Alors écoutez, je crois que dans 15 ans, vous serez un très bon interprète de l'OTAN. Écoutez, je suis content que vous renonciez à avoir les cuisses du professeur d'anglais. Oui, mais dans 15 ans, espérons quand même que ça fera un certain temps que je serai entré dans cet organisme. Dans 15 ans? Oui. 12 ou 13, quoi. Non, madame, non. Qu'est-ce que je fais, moi, alors? Rien. Alors, on n'a plus besoin de moi du tout, alors? Non. Vraiment plus? Écoutez, il a accepté non seulement de renoncer à sa voiture, de renoncer à la tendresse, et même aux cuisses, à vos cuisses. Vous n'avez pas besoin de moi, c'est sûr, ça? Non. Non? Mais il ne regarde pas, il ne veut plus vous regarder. Il n'a pas... Non, vous pouvez vous en aller. En fait, bon. Si j'ai quand même besoin de vous... Ah. Oui, Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-lui tout de suite, et puis je verrai si je peux. Mais écoutez, vous n'avez rien à voir là-dedans, vous, enfin. Mais elle est à moi. Mais non, elle n'est pas à vous. Comment ça? Elle est libre. Vous avez toutes les prétentions. Oui. Alors vous croyez que vous venez tous les lundis comme ça la voir et qu'elle n'est pas à moi? Et je vous la prête. Écoutez, c'est grotesque. Enfin, dites-lui ce qu'il en est. Avez-vous vraiment l'impression d'être une chose? Enfin, qu'on prête? Ah oui, je comprends. Bon, écoutez... Enfin, c'est pas une chose, mais je vous la prête. Si le docteur Ebovici veut bien, moi, je veux bien vous donner du son anglais, faire semblant. Oui, mais si vous faites semblant... Si vous faites semblant... Ça ne résout pas le problème, de toute façon. Là. Monsieur veut sortir du psychodrame. Monsieur veut sortir du psychodrame, c'est cela. Eh bien ça, je regrette, c'est pas possible. Pourquoi? Et puis, de toute façon, ce n'est pas votre affaire, encore une fois. Écoutez, c'est fini, oui ou non? Écoutez... On a été assez gentils jusqu'à présent, mais ça ne durera pas, hein, si vous avez ces prétentions. Écoutez, ce sont des prétentions tout à fait normales, et dans lesquelles vous n'avez vous-même rien à voir. Mais vous devenez agressif, mon petit. Mais écoutez, c'est votre insolence, vous. Oh là là. Mais vous devenez très agressif. C'est une agressivité tout à fait normale. Mais écoutez, j'ai été extrêmement gentil. Je vous ai dit que vous pouviez préparer la philosophie, entrer à l'automne dans quelques années, prendre des leçons d'anglais pour être un bon interprète. Mais écoutez... Et je veux bien que cette dame joue le professeur d'anglais. Alors, ne m'en demandez quand même pas plus. Non, en fait, il faut dire que vous n'en demandiez pas plus tout à l'heure. Bon,
Seulement, vous ne saviez pas ce qui était un projet ou ce qui était un piège. Dans le conflit qui va se dérouler entre Serge Debovici et lui, du coup, il laisse complètement de côté la professeure d'anglais. Le patient a beaucoup de mal alors à négocier son agressivité dans un tel contexte. Il traite Debovici d'insolent. Écoutez, ce sont des prétentions tout à fait normales et dans lesquelles vous n'avez vous-même rien à voir. Mais vous devenez agressif, mon petit. Mais écoutez, c'est votre insolence, vous. Oh là là. Mais vous devenez très agressif. C'est une agressivité tout à fait normale. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? Eh bien, je vous propose justement maintenant de voir quand même avec quelle difficulté j'entrerai en philo. Parce que vendredi dernier, samedi dernier, j'avais une composition de physique. Alors la veille, j'étais allé la préparer avec un professeur femme, et puis alors, j'ai eu l'impression, que ce professeur me faisait des avances, elle était toute proche de moi, et alors je ne pensais plus du tout à la physique, et je me disais vraiment, ça va être une catastrophe pour le lendemain, je ne pensais plus du tout je ne pensais plus qu'à elle, quoi, c'est cela. Et le lendemain? Le lendemain sera un résultat moyen, je crois. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on joue? Bien qu'on joue cette scène, justement, où moi j'essaierai de concentrer mon attention, mais que malgré moi, je sois entraîné à m'approcher du professeur. Là, pour l'instant, c'est simplement la séquence où le patient discute avec René Diatkin et il dit de son professeur « Je ne pouvais pas penser à autre chose que de penser à elle. » Et elle me faisait des avances. La question qui se pose à ce moment-là du traitement, c'est que, vivant les choses sur ce mode, elle me fait des avances. Ça veut dire que dans le psychodrame, dans le transfert, il y aura probablement un vécu où il aura le sentiment qu'on lui fait des avances. C'est quand même la défense par la projection qui sera ce sur quoi on travaillera pour qu'il y ait un processus qui se déroule. Parce que qu'est-ce qu'on cherche au fond, dans tout traitement analytique, mais y compris donc là dans le psychodrame, c'est que ce qui est vécu sur un mode projectif soit compris comme un désir propre, qui ne soit pas quelque chose de persécutoire. Tout à fait. Alors là, en l'occurrence, si le prof lui fait des avances, du coup, lui, naturellement, il en est la victime de ces avances. Il est obligé de penser à elle 24 heures sur 24. Du coup, sa pensée ne peut plus fonctionner. Et il se met en état d'inhibition intellectuelle. Alors, donc, juste dans ce discours, on sent que la scène qui pourrait être jouée pourra éventuellement mobiliser ce même fantasme et cette même défense par la projection, et de voir comment le psychodrame pourra permettre de négocier. Bon, alors... Écoutez, ça va pas, la physique, ça m'intéresse plus. Il faut bien qu'on révise, là, puisque ça va être les décisions des professeurs. On va réviser tous les deux. Moi, j'ai envie de passer, j'ai envie de réussir. Oui, moi aussi, mais vous voyez, la formule, c'est pas tellement la révision, parce que la révision, je pourrais la faire tout seul, tandis que le vrai problème, c'est que je suis tout seul et que j'ai peur tout seul. Peur tout seul de faire des problèmes de physique? Non, je crois que vous venez de dire quelque chose de plus important, c'est qu'effectivement, vous avez peur tout seul. Oui. Nous pouvions continuer, non? Si vous voulez. Il faut absolument que vous m'aidiez. J'ai besoin un peu... Vous allez bien sûr encore dire que je suis un petit enfant, mais j'aurais besoin que... Ah, moi, je dis pas ça. Je pense au contraire que vous allez réussir. Moi, je crois que vous ne vous rendez pas compte, en fait. Vous n'êtes pas si mauvais que ça du tout en physique. Moi, je crois que ça va marcher. Peut-être ça marchera, mais écoutez, ça marcherait beaucoup mieux si j'avais l'esprit tranquille. Moi, vous comprenez... J'ai mal. Je crois que vous allez réussir mieux que vous ne pensez à cette... Oui, mais écoutez, je vais vous dire, j'aurais besoin de votre tendresse et si j'avais votre tendresse, je suis sûr que je réussirais beaucoup mieux. C'est pas ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Hein.
Non. Parce que vous avez dit, au fond, je travaillerais mieux si j'avais l'esprit tranquille, si un homme s'occupait de moi. Comment? Oui. Je n'ai pas dit cela. Mais je crois que ce que vous êtes en train de dire, autant de ici et à moi, c'est si vous vous occupiez plus de moi, vous directement, au lieu de m'envoyer des femmes comme interprètes, eh bien, j'aurais moins peur. Non, absolument pas. Je pense au contraire que ce sont les femmes qui doivent jouer un rôle déterminant dans ma vie. Parce que, de toute façon, je considère qu'un homme sans femme, c'est un homme perdu, quoi, quand même. Parce que il ne peut pas fonder le foyer, il est perdu pour la société, en quelque sorte, je considère. Il utilise une formulation qui est tout à fait intéressante. Vous allez penser que je suis un enfant. Je crois que c'est la dénégation par la projection. Et je crois que ça traduit une modalité différente du fonctionnement psychique qui est différente du déni. Parce que Freud disait à propos de ce mouvement-là, ça permet une levée partielle du refoulement, on pourrait dire du clivage en l'occurrence. Partielle, c'est-à-dire que de nouvelles représentations viennent à l'esprit du psychisme du patient, et sans que tous les affects, naturellement, qui y sont liés, puissent être élaborés. Mais c'est déjà beaucoup qu'il y ait ces représentations-là, parce que ça veut dire que Alex, quand il dit « vous allez penser que je suis un enfant », ça veut dire qu'il a entendu que, d'une certaine façon, quand il voulait tout de suite une Maserati, il était le petit enfant en détresse, et que du coup, il a une possibilité, dans son moi, de mieux fonctionner, parce qu'il a déjà recul. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand il en est à ce qu'on vient d'évoquer, à travers la projection, vous allez bien sûr encore me dire que je suis un enfant, eh bien, il est dans le même temps dans un mouvement de sexualisation. À preuve, c'est qu'il pourra arriver à dire à Monique, j'aurais besoin de votre tendresse. J'aurais besoin de votre tendresse, et si j'avais votre tendresse, je suis sûr que je réussirais beaucoup mieux. Alors ça, c'est assez intéressant parce que on est dans un tour de spire progrédient, enfin quelque chose qui est évolutif, dont il est d'ailleurs intéressant de se demander si René Dietkine, lui, n'est pas resté dans une position qui a du coup valeur contre-transférentielle, j'allais dire en se réintroduisant dans un transfert paternel à la mesure de ce dont il était question dans les mouvements précédents, et que en fait Alex demande qu'un homme s'occupe de lui, voilà à peu près ce que René lui dit. Et du coup, Alex retrouve son régime de négation, mais qui, disons, entre dénégation et déni, comme on l'évoquait, se rapproche à nouveau de ce qui est d'ordre du déni plutôt que de la dénégation. En fait, tu fais allusion à l'idée que la tendresse serait un affect qui viendrait lier l'excitation et permettre de mieux négocier le lien à l'objet sans que ce soit dans le sens de l'identique, dans le sens de vouloir à tout prix qu'il n'y ait aucune différenciation entre soi et autrui, c'est-à-dire que, autrement dit, que ses désirs soient ceux d'autrui, et c'est ce qui se passait dans l'érotisation avec les professeurs. J'aime le professeur m'aime, c'est la même chose. Et à partir du moment où on parle de la tendresse, ça voudrait dire qu'il s'opérerait une première distanciation. D'ailleurs, Freud distinguait bien entre l'affect de tendresse et l'affect sensuel. Impulsion inhibée quant au but, comme il disait. Et effectivement, dans le sens de l'impulsion inhibée quant au but, qui viendrait en quelque sorte permettre, je dirais, une activité sublimatoire de s'opérer. Dans le travail analytique, tout comme à l'extérieur aussi. Alors, ce patient-là qui a une inhibition intellectuelle. Et le lendemain? Le lendemain sera le résultat moyen, je pense. Je dirais à partir du moment où il peut, effectivement, substituer à ce désir érotique la tendresse, il serait dans une meilleure position pour pouvoir penser. Alors, on continue. Alors, on continue. C'est la 4e scène, donc, de la séance, de la première séance. Eh bien,
une scène où j'essaye de rattraper une de mes anciennes camarades, que j'avais connue en Italie, et alors qui avait fait mine à ce que j'avais cru de s'éloigner de moi. Ceci était dû au fait qu'elle est assez soumise à l'autorité de ses parents, et alors ses parents s'étonnaient de la fréquence de mon courrier, alors elle ne m'a plus réécrit. Alors du coup, moi je lui ai réécrit en lui demandant qu'est-ce que c'était que ce silence. Je l'accusais de briser ma vie. Je lui ai dit c'est absolument scandaleux ce que tu fais là. Alors du coup elle m'a répondu par retour et elle m'a assuré quand même de son amitié. Alors je vous propose de jouer ceci. Bon, qui va jouer mon rôle? Pardon? Qui va jouer mon rôle? Comment votre rôle? Oui, parce que comme c'est à moi que ce discours s'adresse, c'est une caractère important que je connais. C'était pas vous que ce discours s'adresse? Si. Non, c'était pas vous que ce discours s'adresse, je regrette infiniment. Bon, qui va jouer mon rôle? Personne ne jouera votre rôle, je vous dis. Mais seulement je sois là. Mais non, je ne veux pas que vous soyez là. C'est moi et la personne qui sont en cause et pas vous. Si. Alors, on ne jouera pas cette scène parce que je vous explique pourquoi vous la proposez. Bien pourquoi je la propose. C'est une façon, une fois de plus, de nous montrer aux auteurs de ici et à moi et à nous seuls à quel point vous êtes malheureux avec votre mère. Écoutez, je peux dire que ma mère ne me comprend pas, mais je ne vois pas ce qu'elle vient faire là-dedans. À quel point vous êtes malheureux avec les filles, que ce soit les nôtres, celles de l'extérieur ou votre mère. Alors vous savez très bien comment se déroulera cette scène. Non, Non, comment se déroulera? Comme d'habitude. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle sera décevante pour vous. Qu'entendez-vous? Oui, mais qu'entendez-vous par descente? Comment? Ce sera une façon de nous montrer à quel point vous avez besoin de notre aide. Peut-être. Bon. Pas votre aide spécialement, vous rapportez tout à vous en ce moment. Bien, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Bien. Alors je crois qu'en effet, on est tout à fait dans le prolongement de nos propos précédents, hein, mais avec, on pourrait figurer ça comme une sorte de mouvement en spirale, hein, pour le même et l'identique, la comparaison du même et de l'identique, comme dirait Michel de Musan. René lui dit non, en fait c'est toujours à moi et à Serge Bovici que vous vous adressez. Il est moins violent, Alex, là, pour dénier qu'il s'agisse de ça. Comme si, pour la répétition, justement, effectivement, il y avait quelque chose qui commençait, par voie projective en particulier, comme on l'a vu tout à l'heure, à s'intégrer. Mais il me semble que ça n'est pas sans rapport avec un élément supplémentaire qu'a introduit René. C'est-à-dire que dans la série des femmes, il introduit la mère. Et par rapport à ce qui précédait concernant notre discussion au sujet de la tendresse, je crois que tout cela est fort cohérent. Preuve en est, puisque Alex va dire, je reprends ses paroles, « Je peux dire que ma mère ne me comprend pas, quand même, mais je ne vois pas ce qu'elle vient faire là-dedans. » Ah, c'est complexe, avec négation comprise, mais là, plus du côté de la délégation du déni. Hein. Écoutez, je peux dire que ma mère ne me comprend pas, mais je ne vois pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Et d'ailleurs, le mouvement perlaboratif, au travers de la seconde séance, va continuer à s'opérer. Le psychanalyste, dans la situation de psychodrame, a comme objectif de devancer le patient dans son fonctionnement psychique, plus qu'à certains moments que dans le traitement individuel, dans le sens où les psychodramatistes vont jouer des scènes qui vont renvoyer à une compréhension du fonctionnement psychique du patient qui peut-être sur un plan économique ne sera pas encore, je dirais, l'enjeu pour le patient, mais qui vont lui permettre au patient de cheminer dans cette direction. Et dans le travail interprétatif aussi. Parce que là, effectivement, alors que le patient ne parle pas du tout de sa mère, là, René l'introduit.
êtes-vous intervenu si brutalement au début de la séance? Vous avez compris que c'était une intervention typique du psychodrame. Alors, quoi a-t-elle consisté? Elle a voulu montrer au malade que lorsqu'il imagine qu'il ne peut séduire une femme qu'avec une Maserati, ou même avec quelque chose de plus modéré, comme une Dauphine, il n'en est pas moins comme un petit enfant, qui, lorsqu'il joue avec une petite voiture, s'imagine qu'il est son père, ou qu'il est comme son père, mais il ne peut que l'imaginer à ce moment-là. Le transfert se dirige d'une part sur le meneur de jeu, d'autre part sur tous les psychothérapeutes qui participent. Il y a du reste une série de déplacements que nous suivons de séance après séance et qui sont extrêmement significatifs et dont nous nous servons. Le malade que vous venez de voir a ceci de particulier, comme tous les psychotiques, c'est qu'il a une demande qu'il croit réelle. Si on avait pris ce malade dans une psychothérapie verbale à deux, cette façon de demander, que ce soit de l'amour ou que ce soit une aide concrète, réelle, aurait été une grande gêne pour le psychothérapeute. Là, nous pouvons, grâce à la multiplicité des personnages, lui montrer tout l'aspect défensif de cette gêne sans être trop frustrant. Et du reste, vous avez pu voir que quand il commence une scène en demandant à ses grands-parents de lui donner de l'argent pour acheter une voiture alors que ses grands-parents n'ont pas d'argent et que lui-même n'a pas le permis de conduire, c'est une façon de nous dire « je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir séduire une fille et vous non plus, vous ne me donnez pas ce qu'il faut ». C'est le sens de cette intervention dans le jeu où on lui montre que ce qu'il nous demande, c'est en fait un substitut dérisoire à son manque de virilité, un substitut auquel il ne croit absolument pas. Notre rôle consiste à lui montrer que c'est quelque chose qui se passe en lui qui fait que son désir ne peut pas se réaliser. Nous le mettons dans une situation infiniment plus déprimante que quand il est malade et quand il pense que personne ne l'aide à trouver des filles. En lui montrant qu'à son âge, c'est pour des raisons strictement internes qu'il n'est pas plus heureux dans sa vie sentimentale, il est évident que nous jouons un rôle pénible. Et chaque fois que nous mettons l'accent là-dessus, il est évident qu'il est très mécontent. Peut-être là, plus nettement, et René insiste sur ce qui, dans le fonctionnement psychotique de ce patient, surtout quand il est essentiellement dans la projection pure et dure, allais-je dire, le protège contre la dépression. Et René montre bien que la dépression, je dirais, est un objectif dynamique dans le psychodrame. Tout le problème étant, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, de ne pas y arriver trop brutalement, que ce soit pas, autrement dit, tu as employé le terme, trop intrusif, mais je pense qu'en effet, les témoins perlaboratifs qu'on a vus s'exprimer et qu'on va continuer à voir s'exprimer indiquent bien ce qu'il en est de la dialectique projection psychotique, dépression. Donc nous sommes dans cette deuxième séance qui a eu lieu 15 jours plus tard. Alors, il y a plusieurs scènes, comme on le verra. Dans la première, Alex va proposer une scène dans laquelle sa professeure d'anglais, retour de la professeure d'anglais, n'est-ce pas, le quitte pour aller aux États-Unis. Alors, soit il la retient, telle est l'alternative, soit il va aux USA. Bien, l'année scolaire, c'est quand même assez mal terminé pour moi, parce que, bien sûr, je suis admis dans la classe supérieure, mais ma professeure d'anglais, qui je m'étais spécialement attaché, me quitte pour aller aux États-Unis. Alors, pour moi qui l'avais eu depuis 2 ans, je m'étais habitué, ça fait quand même un dur coup. Alors, je vous propose d'essayer de la retenir, ou bien alors de trouver une solution de compromis. Par exemple, vous voyez, éventuellement partir aux States.
Ce que de toute façon je serai obligé de faire d'ici 2 ans. Et bien alors, quelle scène va-t-on jouer? Une scène où j'essaie de la convaincre de ne pas me laisser ou de trouver quelque chose pour me satisfaire. Bien. Quel rôle voulez-vous jouer? Je jouerai mon rôle. Et qui va jouer le rôle de professeur d'anglais? Je ne sais pas. Qui vous voulez? Madame Barrault. Bien. Alors c'est vrai, vous partez? Oui, oui, je pars. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir sans vous? Oh, moi, je pense que vous avez fait beaucoup de progrès maintenant. Mais oui, j'ai fait beaucoup de progrès, mais puisque vous partez, qu'est-ce que je vais devenir? C'est grâce à vous que j'ai fait des progrès. Voyez bien, cette année que vous étiez là, j'ai réussi, alors qu'il y a quelque temps, quand je vous avais pas comme professeur, je ratais tout. Moi, je pense que vous allez faire une très bonne année l'an prochain, et puis vous allez même pouvoir... Mais non, mais c'est pas possible, écoutez. C'est pas possible que je passe une bonne année, il faut que vous soyez là, parce que votre présence me réconforte, m'aide. Mais écoutez, c'est bien ennuyeux ce que vous me racontez là. Oui. Vous pensez que vous allez rater votre année prochaine? Ah, certain. Oh, voyons. Moi qui pensais que vous alliez au contraire réussir très bien, et puis... Mais non, je ne pourrais pas réussir. Dans ces conditions-là, je ne pourrais pas réussir. Je peux réussir seulement dans les conditions optimales. Pas si vous me quittez. C'est complètement stupide. Qu'est-ce qui est stupide? Que vous ne soyez plus là. Bah, écoutez, mon petit, moi je suis désolée. Bien sûr, c'est toujours très triste de quitter ses élèves, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça m'ennuie aussi, d'ailleurs. J'avais une bonne classe cette année, puis vous étiez un très bon élément. Bon, bah je pense que vous réussirez très bien, vous voyez. Alors peut-être que je pourrais partir aux États-Unis avec vous. Oh, vous pouvez peut-être demander une bourse, oui. Vous pouvez demander une bourse. Je suis contente d'avoir de bonnes nouvelles, effectivement. Ça me paraîtrait une bonne idée, effectivement, de vous demander une bourse. Peut-être qu'on vous l'accordera. Pas l'année prochaine, puisque vous avez votre baccalauréat, mais... Oui, mais ça serait pour l'an prochain, parce que je vais encore me retrouver tout seul, vous comprenez? Vous savez pas ce que c'est, d'être tout seul. Comment vous allez vous retrouver tout seul? Mais oui. Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous avez des camarades, et puis vous avez une famille. Oui, mais non, je n'ai pas de camarades et ma famille ne m'aime pas. Votre famille ne vous aime pas? Non. Vos parents ne sont pas gentils avec vous? C'est ça. Vos parents ne vous aiment pas? Yes, c'est ça. Comment yes? Ben, je vous dis oui, bon. Les parents ne sont pas gentils avec moi. Pourquoi avez-vous l'air de rigoler? Je sais pas. Vous pensez vraiment que votre mère ne vous aime pas? Oui. Bah non. Alors, on retrouve effectivement quelque chose qui perdure des séances précédentes par rapport à la question de la solitude. Donc, je pense que si même l'érotisation est nette, quand il dit que vous ne savez pas ce que c'est que d'être tout seul, c'est biface. Il y a un côté provoquant, en même temps, donc, je répète, pris dans l'érotisation. L'érotisation qui s'exprime, on le voit, de par la façon dont la scène a été filmée. Érotisation donc qui s'exprime jusque dans les gestes. On voit son bras, comme on le remarquait tous les deux, se rapprochant. Oui, mais en même temps, c'est pas un acting. Non. C'est ça qui est peut-être intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est dans ce mouvement où il peut jouer, je dirais, son désir érotique, mais sans le réaliser. Et c'est ça qui serait la différence entre la dimension du jeu et la dimension de l'acting. Ce type de patient en individuel pourrait passer à l'acte. Il pourrait essayer de toucher réellement son analyste,
Non, il ne fait que se rapprocher. Oui, oui. Ce qui est tout le sens du psychodrame. Jean Gilbert a une expression pour parler du psychodrame en disant c'est faire semblant pour de vrai. Et je crois que c'est important. C'est une bonne expression qui traduit cette dimension allusive, même du geste, et qui fait que, en même temps, ça renvoie à la vérité psychique. Si passer à l'acte, ce serait une façon de nier la réalité psychique et le conflit sous-jacent. C'est là où on voit aussi le psychodrame facilite les choses parce qu'il autorise, à l'abri du jeu, un certain agir, en quelque sorte. Et c'est pour des patients, effectivement, qui ont la difficulté à jouer avec le langage, comme disait René, effectivement, à négocier leur désir sans penser qu'ils devraient trouver immédiatement leur réalisation. C'est autoriser ce jeu sous le regard d'un tiers, parce qu'il faut penser qu'il y a le meneur de jeu qui regarde la scène, ainsi que les autres psychodramatistes. À ce moment-là, il y a un surmoi protecteur qui vient maintenir le jeu dans une situation de jeu et non pas d'acting. Alors moi, je vais vous poser une fois de plus une question. Est-ce que vous avez remarqué que chaque fois, vous nous mettez en face d'amours impossibles? J'ai remarqué aussi, oui. Est-ce que vous êtes intéressant de comprendre pourquoi? Ah, moi, je sais pourquoi, je sais très bien pourquoi. Jusqu'à maintenant, j'ai encore pas trouvé de fille qui me plaisait. Moi, je le sais. Alors, je vais vous demander aussi pourquoi seules les femmes qui vous quittent ou qui disparaissent vous paraissent douées de telle qualité. Mais non, ce n'est pas déjà avant qu'elle me quitte, j'étais profondément attaché à elle. Vous savez bien que déjà en seconde, je vous en parlais. Oui, oui. Bon. Alors, dites pas que c'est particulièrement parce qu'elle me quitte. Mais évidemment, du fait même qu'elle me quitte, je sens davantage le vide autour de moi. Oui. C'est logique. Et cependant, depuis la seconde, vous savez qu'elle ne remplacera ni votre mère, ni votre future femme. Elle pourrait cependant. Ça serait... Si elle le voulait, elle le pourrait. Oui. Hélas, alors moi, voyez-vous, j'ai quand même une explication à vous proposer. C'est qu'au fond, depuis le début, vous avez oscillé ici entre deux positions. Une position qui consistait à dire « j'ai des difficultés personnelles qui font que je n'arrive pas à être très heureux dans la vie ». Oui, c'est exact. Oui. Et c'est au fond ces difficultés que nous essayons de comprendre et de dépasser. Et l'autre position qui consiste à dire « de toute façon, vous ne pouvez pas m'aimer suffisamment pour faire quelque chose pour moi. Et la seule façon que vous pourriez utiliser pour m'aider, ce serait de me fournir une femme. Et comme vous ne le faites pas, donc vous êtes des méchants. » Non, parce que je sais très bien que c'est pas dans votre rôle de faire ça, mais... Alors, je crois qu'il est important que vous compreniez pourquoi vous répétez cela, bien que vous sachiez très bien que c'est pas dans notre rôle. Mais je sais très bien que c'est pas dans votre rôle et je ne vous demande rien. Puisque c'est quand même pas... Ce n'est pas à vous que je demande quelque chose. Si, puisque une fois de plus, en entrant ici... Non, mais c'est à vous parce que nous organisons un jeu, mais... Sincèrement, je ne vous le demande pas. Simplement dans le jeu que je le demande. C'est ça qu'il peut aussi considérer. Tout à fait d'accord. Sinon, je crois que quand vous le demandez dans le jeu, c'est un sens très précis. Lequel? De cacher un des points essentiels de vos difficultés psychologiques. C'est-à-dire le fait que vous n'êtes pas heureux avec votre mère et qu'au fond, vous n'avez jamais abandonné
l'envie de l'être. Bien que vous sachiez que c'est dépassé et ça n'existera jamais plus. Que va-t-on jouer maintenant? Les interventions et interprétations de René sont plus intégrées chez le patient, hein, on le sent tout à fait. René ensuite lui montre que, déçu que les hommes, du psychodrame bien entendu, ne lui fournissent pas la femme qu'il attend, il leur dit qu'ils sont tous des méchants, il se défend, notre patient, en disant qu'il ne demande ça que dans le jeu. Alors c'est aussi intéressant parce qu'à un moment, il y a un passage entre réalité et jeu qui différencie, alors en résultant sur ce mode. D'abord c'est défensif, mais ensuite en effet ça lui permet de bien marquer que, après tout, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu, ça n'était qu'un rêve. Ce qu'on propose aux patients qui font du psychodrame, c'est de faire ce rêve en commun, qui soit figurable et élaborable. Et cette scène est intéressante parce que Alex est capable, je dirais, de jouer sur cette différence. Il a ce désir d'une réalisation immédiate, mais en même temps, il a accepté que ce ne soit qu'un jeu. Et dans cet écart, il y a toute la dynamique possible. Et ça vient confirmer ce que René disait de la fonction du psychodrame dans l'utilisation du langage. Parce qu'il disait bien, l'enjeu c'est de l'offrir, le psychodrame, à des patients qui ne peuvent pas jouer avec le langage. Et là, je crois qu'Alex est dans un moment où il peut commencer à jouer. C'est-à-dire à ne pas se laisser complètement envahir par je dirais, le désir de réalisation immédiate, mais de trouver un certain plaisir à dire ce n'est qu'un jeu. Et d'ailleurs, je ne peux me permettre de le dire que parce que c'est un jeu. Je ne vous demande rien, puisque c'est quand même pas, ce n'est pas à vous que je demande quelque chose. Si, puisque une fois de plus, en entrant ici... Non mais c'est à vous parce que nous organisons un jeu, mais... De ce point de vue-là, on voit tout le gain que l'on peut trouver à proposer cette technique chez ce type de patient. Il va proposer une scène ensuite avec sa mère, justement. Alors certes, René a évoqué la mère, mais il aurait pu balayer ça, comme il a été capable de balayer tout ce qu'on a vu qu'il a balayé, et il va proposer une scène avec sa mère. Que va-t-on jouer maintenant? On va jouer. On peut jouer une scène avec ma mère. Oui, parce que, voilà, ma mère, en plus de ça, elle m'a dit, tu tâches de réussir en philo et après, on quitte Paris. Alors, moi j'ai dit encore, mais qu'est-ce que je vais devenir là-dedans? Moi je compte pas du tout. Alors je vous propose de jouer ça. Bien, qui va jouer le rôle de votre mère? Madame Klein. Alors Francine Klein va jouer une mère avec qui tout va s'arranger, si elle reste avec lui, qu'il n'a pas à s'en faire, etc. Je suis très contente que tu sois admis en philo. Bah oui, mais malheureusement, il faudra que je continue mes études après, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas encore. Ça me fait très plaisir, moi. Tu vois, je vais rester là pour toi. Oui, justement, avec les réformes qu'il y a, ça va m'être très facile. Pourquoi? Parce que l'an prochain, ce sera encore plus difficile que cette année, alors. Non, mais non, il ne faut pas t'en faire comme ça. Et de toute façon, moi j'ai le temps, je reste avec toi. De toute façon, tu sais très bien que je suis là pour toi. Mais oui, mais tu ne résous absolument pas mes difficultés, tu ne peux rien faire contre mes problèmes qui m'assaillent. Mais tu n'as plus de problème maintenant, ah non, tu rentres en philo. Ah non, j'ai plus de problème. On est très bien ensemble. Ah, mais je t'ai déjà expliqué que je ne pouvais pas vivre sans ma prof d'anglais. Ce patient fait un lapsus, c'est-à-dire que grâce à ce lapsus, il montre qu'il y a un travail psychique qui est en route.
Mais je t'ai déjà expliqué que je ne pouvais pas vivre sans ma prof d'anglais. Et qu'est-ce qu'il exprime à travers ce lapsus? C'est « je ne pourrais pas vivre avec, sans ma prof d'anglais ». Alors que ce à quoi nous avions assisté dans la première partie des scènes de ce psychodrame, c'est qu'il nous répétait constamment son professeur d'anglais, qui est un substitut maternel, était indispensable à, je dirais, à sa continuité narcissique et à son fonctionnement intellectuel. Alors là, il commence par dire « je ne pourrais pas vivre avec », c'est-à-dire qu'il montre que finalement... Il se névrotise, en quelque sorte, voilà, je dirais. exactement. C'est-à-dire qu'il montre qu'à travers cet amour intense qu'il avait pour son professeur d'anglais, qui pouvait aller jusqu'à être, dans la situation de psychodrame, une érotisation du transfert sur Monu, une des femmes du psychodrame, montre qu'à travers cet amour, il y a une haine très, très importante, et il l'exprime dans ce lapsus. Alors je crois que c'est déjà intéressant. Il introduit le conflit d'une certaine façon. C'est en ce sens-là que je disais qu'il se névrotise. Voilà, absolument. C'est un mouvement, pas en tant que structure, mais en tant que mouvement psychique. Voilà. Ce qui peut lui permettre effectivement de sortir d'un mode de fonctionnement psychotique qui était sans conflit, parce que finalement, clivé, et dans ce mouvement-là, il ne pouvait que se dire et répéter « j'ai besoin de mon professeur d'anglais », rien d'autre. Tu soulignes à juste titre le rapport, pour la première fois, aux imagos parentales. Il est question de la mère, et dans la scène suivante, il sera question du père. C'est vrai que là, c'est l'aboutissement d'un mouvement qui est tout à fait intéressant, parce que alors que nous étions partis de la référence aux personnages de son entourage, que ce soit les professeurs, la copine, on sait bien que ce sont là des figurations de ces imagos parentales. Et dans tout le mouvement de ces deux séquences, on finit par arriver à des scènes où seront figurés les parents et où il sera possible de montrer que ce qui était en cause dans les objets actuels, cela fait référence aux objets primitifs du passé. Freud parlera de cela en termes de régression temporelle au niveau objectal. Je crois que ce que l'on peut remarquer, c'est que le psychodrame est un instrument thérapeutique qui nous permet d'organiser une régression temporelle, mais grâce à un procédé qui, dans un premier temps, favorise ce qu'on appelle la régression topique et formelle, c'est-à-dire la possibilité de mettre en image ce qui renvoie à des représentations préconscientes et inconscientes, qui sont d'abord des idées et non pas des images. Et on joue des scènes, donc on met en image des propositions de scènes qui sont d'abord des idées. Et en cela, pour des patients comme celui-ci, qui ont la difficulté à travailler au niveau de leur préconscient, je crois qu'on leur permet, dans un deuxième temps, je dirais, de mettre en route ce qu'on appelle, nous, la régression temporelle, c'est-à-dire un retour du présent vers le passé. De ce point de vue-là, on montre bien comment le psychodrame est une technique qui permet un travail analytique au plus près de ce que l'on observe dans tout travail individuel, que ce soit dans une psychothérapie psychanalytique ou dans une psychanalyse. Il y a un véritable processus analytique au sens, nous en parlons de façon classique dans la cure type. On peut jouer une scène où je demande où je me dispute avec mon père. Parce qu'il y a quelques années, j'étais en vacances chez mon père et j'avais connu, lors de mon voyage d'aller, une jeune fille dans le train. Et alors, je lui avais proposé de venir regarder des diapositives à la maison. Et alors, mon père n'a absolument pas voulu de ça. Et je me suis fâché avec lui.
Et il s'en est suivi une bagarre. Qui va jouer le rôle de notre père? Le docteur Lévalici et Madame Barrault, le rôle de Marie-Ange, fille que je connaissais. Bien. Tu l'as ramené, Marie-Ange? Oui. Oh ben écoute, maintenant c'est plus grand, hein? Alors... T'étais en seconde à cette époque-là, maintenant tu entres en philosophie, moi je veux bien. Quoi? Je veux bien que tu fasses venir Marie-Ange pour voir les photos. Bien sûr. Et tu sais tout ce que ça veut dire de voir les photos avec une jeune fille. Bien sûr, je sais ce que ça veut dire. Vous savez ce qui vous attend, mademoiselle? Non, mais... Monsieur, je pense que votre fils a l'air très gentil. Il est très raisonnable et puis, vous savez, il va prochainement partir aux États-Unis. Il part avec son professeur d'anglais. Aux États-Unis prochainement, alors moi je crois qu'il est tout à fait en état de vous montrer ses photos. Je vais même vous donner ma chambre. De toute façon... Ma chambre est bien installée pour ça, tu sais. Très bien. Il y a un écran. Oui. On peut fermer les volets si on veut. Ah oui, c'est recommandé. Puis un très grand lit. C'est pas indispensable. Ah non? Tu veux pas? Bon. Alors va dans la salle à manger. Aussi. Hein? Non mais moi je veux bien que tu regardes les photos avec elle. Qu'est-ce que tu préfères? Ce que je préfère. Ben, comme tu Ah, c'est toi. On va regarder les photos, qu'est-ce que t'as? Il n'y a plus tellement de temps. Oui, bien sûr. La journée avance, allez, va voir tes photos. Mais va voir tes photos. Oui, mais... Qu'est-ce qui Oui, perd je le temps, te ce suis. garçon-là, alors? Tu veux que je vienne avec vous? Non, va-t'en par là. Non, parce que... Je m'occuperai bien de la marge de l'appareil, tout ça. Très bien, ben, je vous laisse. J'ai pas entendu ce que vous avez dit là. Que je dise quelque chose? Qu'est-ce qui vous arrive? Et vous avez l'air tout gêné là. Mais non, j'ai pas l'air. Non, j'ai pas l'air. Du coup, je vous vois, moi, comment vous avez l'air gêné. Oui, mais il vous recommence en plus de ça. Dis-moi. Quoi donc? Ben écoutez, Quand tu regardes les photos avec mademoiselle, je m'excuse de t'interrompre, c'est pas la peine de te cacher. Moi, tu as dit que tu voulais pas aller dans ma chambre, alors va dans la salle à manger, c'est bien plus confortable. Votre fils me vous voit d'ailleurs, monsieur. Mais non, c'était un regrettable quiproquo. Ah bon? Bon, alors va dans la salle à manger, mets-toi à ton aise, prends l'appareil, fais tout ce que tu as à faire. Oui, alors, tu vois... c'est... J'ai vu pas mal... J'ai vu pas mal de pays. Si tu voulais, on pourrait aussi partir en vacances ensemble. Écoute, je veux bien, mais tu montes tes photos, là? On avait l'intention de faire ça d'abord, non? Ben oui, mais justement, je te les montre en ce moment. Oui. Bah écoute, effectivement, elles sont pas mal. Oui, ce serait une bonne idée d'organiser ça. Tu pars comment, toi, d'habitude en vacances? Oh... Tout seul. Tu pars tout seul? Oui. Ah bon? Tes parents te laissent partir tout seul? Oui. Bon, alors tu fais quoi? Ce que je veux. Tu fais ce que tu veux? T'as bien de la chance, alors. Je suppose que toi aussi, tu peux te débrouiller toute seule. Pas tout à fait ce que je veux, tu sais, mais enfin... Enfin, ça c'est... On peut peut-être organiser ça, effectivement. Oui, hein. Et qu'est-ce qui t'embête, là? Rien. Hein? Rien ne m'ennuie. Bien. Vous étiez très gêné, hein? Bon, oui, je l'avais pas dit. Oui. Et tout ce que vous disiez, c'était des choses qui n'étaient pas vraies, en plus. Puisque nous savons fort bien que vos parents ne nous laissent pas partir en vacances tout seuls. Ah si? J'étais avec un groupe... Non, grandes vacances. Grandes vacances, je ne pourrais pas faire seul. Mais je crois que vous avez été gêné pour autre chose. C'est que vous avez associé à ce que je vous ai dit tout à l'heure l'idée de votre père vous empêchant de voir une fille. Et vous avez été très très gêné qu'on ne joue pas cela et qu'on vous laisse faire. Ah, écoutez, c'était quand même pas très facile à jouer. Tout à fait. Bon.
mais il y a quand même une sorte de plaisir que vous avez à nous montrer que nous sommes là pour vous empêcher. Mais non, mais écoutez, j'avais un truc difficile à jouer, vous en sauriez peut-être pas mieux tirer que moi. Bien, on va s'arrêter là. Au revoir. Quand on voit dans cette dernière scène ce garçon avoir des difficultés à jouer cette scène, en soi, elle n'est pas difficile à jouer. En soi, il aurait pu tout simplement baratiner sa copine, etc. Et sûrement, dans des scènes antérieures, il a pu être capable de faire des scènes de cet ordre-là. Mais c'est que, dans le contexte du psychodrame, l'enjeu est transférentiel. À cause du transfert sur René Dziadkine, déplacé sur Serge Lebovici, il a un moment d'inhibition. Et pourquoi? Parce que, finalement, ce à quoi on assiste dans tout ce mouvement du psychodrame, c'est que ce garçon n'avait de cesse de plaider le besoin d'aimer, d'être aimé par une femme, et donc par la mère, et en même temps, René Dziadkine, dans son rôle de leader, montrait que ce dont il avait besoin, c'est d'un appui paternel. Et que dans ce mouvement-là, finalement, la scène avec la mère montre que c'est beaucoup plus conflictuel, qu'il y a une ambivalence à l'égard de la mère, et qu'il ne peut pas se sentir un homme vis-à-vis de la mère, sauf à trouver un appui auprès du père. D'où le besoin de jouer la scène avec le père, où du fait même de la proposition du jeu, c'est qu'il cherche à s'appuyer sur son père, effectivement, pour avoir les moyens. Les moyens. Donc, c'est-à-dire les moyens d'être un homme et d'avoir une puissance masculine, sexuelle, qui ne lui ferait pas peur. Alors donc, son désir dans cette scène, c'est de sentir cet appui paternel. Mais le déguisement que cela prend, c'est sous forme d'un interdit. Il propose la scène, mon père, dans ce qu'il évoque du souvenir, mon père m'avait interdit de ramener la copine. Et alors mon père n'a absolument pas voulu de ça, et je me suis fâché avec lui, et il s'en est suivi une bagarre. Alors, naturellement, ce que permet le psychodrame, et c'est l'intuition là de Serge Lebovici jouant le rôle du père, c'est de ne pas aller dans le sens du contenu manifeste, c'est-à-dire le père qui interdit, mais plutôt le père qui autorise. Mais qui autorise de ce fait, confrontant le garçon, je dirais, son ambivalence à l'égard des femmes et à l'égard de la mère. Alors je crois que toute cette séquence à laquelle nous avons assisté depuis le début est tout à fait passionnante, parce que donc sur ces 2 séances de psychodrame à 15 jours d'intervalle, on montre bien toute la dynamique qui conduit effectivement d'une position psychotique, comme tu l'as rappelé, clivage est prévalent, à une position plus névrotisante, dans une mesure où on parle d'un conflit, il fait des lapsus, il est paralysé dans la scène, et ce n'est pas un résultat négatif, au contraire, c'est positif qu'il puisse vivre cela, vivre sa dépression, et pouvoir accéder effectivement à une meilleure qualité de fonctionnement psychique. La question que je me pose, c'est de savoir, au fond, si on se situait sur un plan, métapsychologique, si on essayait de se demander, sur le plan énergétique, s'il n'y a pas une espèce de, si on ne cherche pas chez cet adolescent, un maximum d'excitation, dont je me demande si, à ce niveau-là, l'excès d'excitation lui permet d'élaborer. Au fond, c'est la question que je me pose, parce qu'il y a plusieurs scènes avec moi où on a l'impression qu'il est paniqué d'excitation. Et il y a 2 questions techniques, si vous voulez, après y avoir réfléchi. La première étant, est-ce que de les lui laisser jouer si longtemps, si vous voulez, jusqu'à ce débordement d'excitation, ne risque pas de recouvrir par l'excitation la possibilité d'élaboration. Bon, première question. Deuxième question, est-ce que dans ces scènes répétitives, il y aurait intérêt à lui ramener ça à une situation édipienne? C'est-à-dire qu'après avoir joué le personnage du professeur d'anglais, j'arrive éventuellement en disant « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je ne suis pas ton professeur d'anglais, je suis ta maman. Veux-tu aller mettre tes chaussettes et faire attention à la propreté de ton pullover avant de venir à table ?» Je me demande si maintenant,
si j'étais soit en train de jouer, soit directeur de jeu, j'essaierais pas de naviguer entre ce qui se joue là, au plus près du fantasme conscient avec le professeur d'anglais, et en naviguant jusqu'au fantasme inconscient du côté de la mer. Moi, je voudrais dire quelque chose là, peut-être, parce que pour moi, c'est tout à fait la théorie de l'inaction. Et de l'empathie, ça. N'est-ce pas, il s'approche de vous d'une façon dangereuse pour lui, c'est évident. Il met la main sur la taille, presque. Et le cinéaste a bien vu ça. Il a insisté sur ce détail, donc c'est bien qu'il l'ait perçu. Est-ce qu'à ce niveau-là, on n'a pas été tous les uns et les autres, si vous voulez, un peu entraînés peut-être à pousser un peu loin l'expérience et peut-être à ne pas analyser assez. Je pose la question. C'est un choix qu'on a analysé plus tard. Le psychodrame est un jeu, vous l'avez rappelé, et je crois qu'effectivement c'est un jeu, mais c'est un jeu en connivence, c'est-à-dire que tout le monde va au jeu et que je dirais j'ai l'impression qu'il est pris dans le jeu d'aller toujours un peu plus loin. C'est tout au moins, en le revoyant 30 ans après, l'impression que ça me donne. Pour moi, c'est l'empathie, ça, vous voyez. C'est cette capacité qu'on a de sortir, d'aller au-delà de l'identification avec son corps. Et elle sent quelque chose dans son corps, c'est évident. Hein? Votre attitude le laisse faire. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de provocation qui vous maîtrisez. Et cette maîtrise de la provocation-là, chez vous et chez lui, est essentielle. Elle pourrait être interprétée. C'est-à-dire que son désir n'est pas réalisable. C'est ça qu'il faut lui montrer plus tard. C'est-à-dire que cette exhibition-là ne sert à rien. Hein? Il ne doit pas coucher avec Monique Cornu. Il finit un rendez-vous, la sortie. Donc, si vous voulez, il y a le cadre thérapeutique qui va jouer un rôle par rapport à l'empathie. Et à mon avis, ça, c'est l'énaction. L'énaction, c'est... Pour moi, la théorie énactante, c'est ça. Hein. Il y a d'une part l'énaction chez soi, enactment, presque passage à l'acte, pas passage à l'acte, mais on pourrait passer à l'acte si on voulait. Et on se retient et on ressent des choses importantes. Voilà vraiment une idée théorique, vous voyez. Et il y a plus qu'une identification. Là. Vous allez au-delà de l'identification, vous allez un peu au-delà, mais vous maîtrisez la chose, vous mettez en avant, vous mettez les passages, vous permettez à ce sujet-là d'énacter, de mettre en commun des modules, et se sentir une autre personne. Question, Serge, est-ce que tu veux dire que c'est une mise en commun des affects, des vécus, du ressenti par chacun des deux personnes qui sont... Et le chef dit c'est le co-pensé. Hein, c'est une co-pensée, mais en même temps c'est un co-agi. C'est un co-agi. Et un co-senti, un co-agi. C'est un co-ressentir, en fait. Si une création. Énaction, ça veut dire donc mettre en scène, mettre en acte un vécu, un sentiment. Hein, tandis que toi, tu donnes une autre perspective à ce terme. C'est mettre en acte des vécus communs. Co-créer quelque chose. Dans une co-création, mais un vécu commun partagé, quelque chose qui est partagé. Alors, c'est vrai que la question de l'excitation de jeune homme se pose. Alors, on se dit qu'effectivement, d'abord, c'est une excitation, mais qui est partagée aussi par le cadre général qui entoure ce jeune homme. D'abord, il est filmé, il est contenu par l'ensemble des co-thérapeutes qui sont autour de lui et qui l'assistent. Et au fond, il peut peut-être prendre conscience effectivement d'un mouvement édifiant intense qu'il vit effectivement avec toi, mais qui en même temps est vécu avec le meneur de jeu. On est dans un cadre très particulier qui n'est pas le cas de l'analyse, bien sûr. Et qui est une thérapeutique qui va dans le sens de l'analyse, je crois, analytique.